Bonjour, je m'appelle Clovis Pavula, je suis docteur en génétique des populations et je vais faire une présentation sur la diversité génétique européenne de la rose de France, autrement appelée Rosa gallica. Et nous avons réalisé ce projet en partenariat avec le Conservatoire botanique national du bassin parisien ainsi que d'autres conservatoires pour constituer un échantillon représentatif de l'espèce et répondre à nos diverses questions de recherche. Donc, je m'appelle Clovis Pavula, j'ai fait ma thèse à l'IRHS à Angers sur la diversité génétique de Rosa gallica. Et donc l'idée de la présentation qu'on allait faire avec Jordan, c'était de vous montrer un peu comment une analyse de la diversité génétique à une échelle européenne a pu apporter des éléments pour guider un peu une conservation à une échelle plus locale, et en l'occurrence là c'était pour le centre Val-de-Loire. Donc le genre Rosa, c'est un genre qui comprend 150 à 200 espèces. Parmi ces espèces, on a des niveaux de ploïdie qui vont être variables. On va avoir des espèces diploïdes, tétraploïdes, jusqu'à des espèces dodécaploïdes. Et puis on va avoir de nombreuses hybridations interspécifiques dans le pool sauvage. Et puis parmi toutes ces espèces de Rosa sauvage, certaines ont été à l'origine de variétés cultivées, comme on peut le voir ici. Ça représente 8 à 20 espèces parmi la totalité des espèces du genre. Et puis plus récemment, donc depuis quelques centaines d'années, les obtenteurs de roses se sont amusés à croiser des variétés d'espèces différentes pour combiner leurs traits agronomiques, et ça a donné la naissance du pool cultivé que l'on connaît aujourd'hui. Donc Rosa gallica, c'est une espèce qui est allotétraploïde, qui existe sous forme de populations sauvages, mais qui sont protégées en France. Et c'est une espèce qui va avoir la capacité de produire des drageons. Et donc, cette reproduction végétative, elle va vraiment, en un sens, définir un peu, la forme, le pattern des populations qu'on trouve sur le terrain. C'est-à-dire que les populations vont être formées de une ou plusieurs zones continues recouvertes de Rosa gallica. Ça peut être des zones de 10, 100 et plus de mètres carrés. Et en fait, un clos continu de Rosa gallica, ça va souvent représenter un seul individu clonal. Donc Rosa gallica, c'est une espèce qui est trouvée en Europe centrale, Europe du Sud, avec des limites qui vont de la France à l'est de la mer Noire. C'est génial. Donc, avant ma thèse, il y avait eu plusieurs études de diversité sur l'espèce, mais à diverses échelles. Et ces études convergeaient en montrant que les individus distants géographiquement l'étaient aussi génétiquement. Et puis plus récemment, dans l'équipe de recherche dans laquelle j'ai fait ma thèse, il y a eu une étude qui a eu lieu juste avant ma thèse, qui portait sur la diversité génétique des populations françaises, et qui a montré qu'en France, on avait plusieurs groupes génétiques. Et donc l'auteur de cette étude avait émis l'hypothèse qu'on avait plusieurs origines de populations françaises. Ce qui a amené un des axes de travail de ma thèse, qui était de déterminer quelles sont les origines des populations françaises de Rosa gallica. Et donc pour aujourd'hui, on va faire un focus sur deux sous-questions, qui sont est-ce que les populations françaises sont différentes des populations d'autres pays, et est-ce que certaines populations n'auraient pas une origine subspontanée. Donc, au début de ma thèse, je suis arrivé en thèse, on avait 7 échantillons à disposition. Mais bon, pour traiter nos questions d'origine des populations françaises, il fallait qu'on élargisse l'échantillonnage à l'aire de répartition tout entière. Et donc, on a essayé de recruter des partenaires à la fois en France pour compléter l'échantillonnage français, mais aussi à l'étranger. Et donc, on a été assez contents parce que fin 2021, on est arrivé à un échantillonnage qui était celui-ci, avec environ 100 populations françaises échantillonnées, et puis 120 populations échantillonnées dans 14 autres pays. Et donc, parallèlement à ça, là c'est l'histoire de Jordan, le CBN du bassin parisien et le Muséum national d'histoire naturelle, en partenariat avec l'ANCOM comme mécène, ont démarré un programme de conservation d'espèces du centre Val-de-Loire. Donc ce programme, il s'articulait en deux axes. Un axe qui visait plutôt à collecter les semences d'environ 200 espèces végétales de la région pour constituer une banque qui pourrait être utilisée pour aller compléter des populations de certaines espèces en cas d'effondrement. Et puis on avait un axe un peu plus restreint en termes de nombre d'espèces, où finalement
sont des programmes de conservation qui ont été mis sur une vingtaine d'espèces, il me semble, dont Rosa gallica. Donc Rosa gallica avait été sélectionnée non seulement parce que c'est une espèce emblématique de la France, en fait on l'appelle la rose de France, mais aussi une espèce emblématique pour la marque Lancôme. Mais bon, ça c'est beau, c'est bien beau, mais revenons un peu à la biologie. Et finalement, c'est aussi une espèce pour laquelle on ne connaît pas grand-chose dans certaines régions. Il y a beaucoup de régions pour lesquelles on n'a pas de données de présence, on ne sait pas vraiment quel est l'état des populations de Rosa gallica dans ces régions. Et surtout, en Centre-Val de Loire, c'est une espèce qui est placée en danger. Et puis, les botanistes du CBN avaient quelques questions à résoudre par rapport aux populations qu'ils pouvaient rencontrer en Centre-Val de Loire, où finalement on trouvait des phénotypes très différents en Centre-Val de Loire, mais ces plantes étaient toutes classées comme marquées comme appartenant à Rosa gallica et comme étant des Rosa gallica sauvages. Donc, au début de leur projet, ils ont identifié les données historiques de présence de Rosa gallica sur le territoire du Centre-Val de Loire. Et puis, ils ont été regardés dans les flores, ce qu'on pouvait dire sur la présence de Rosa gallica. Et on retrouve en fait dans des flores du 19e, il me semble, des indications comme quoi certaines populations de Rosa gallica pourraient avoir une origine spontanée, avec ici, on trouve la mention sans doute introduit, ou ici, souvent adventice et naturalisé. Et donc tout ça posait question sur la nature de ces populations. Donc le CBN a commencé son projet en allant attester de la présence moderne des populations de Rosa gallica en Centre-Val de Loire. Et donc ils en ont trouvé dans 4 départements, il me semble. Et ces populations étaient, pour beaucoup d'entre elles, des populations de bord de route, de bord de chemin, voilà, en lisière de forêt. Mais il y a certaines populations, notamment localisées dans le Cher, ici en forêt de Toux, sur la commune de Primel, qui étaient dans des milieux un petit peu différents. Ici, dans un milieu plus ouvert, bon, qui est quand même ouvert parce que sous une ligne à haute tension qui est entretenue, et dans des milieux un petit peu plus naturels, notamment des boisements clairs. Et donc, comme je vous l'ai dit, le CBN avait des questions quant à la nature de ces populations. Et puis nous, on était en train de faire un échantillonnage à l'échelle européenne. Et donc, on est rentré en contact et ils nous ont envoyé 68 prélèvements pour qu'on puisse les intégrer dans notre échantillon. Donc au final, l'échantillon que j'ai analysé pendant ma thèse, il était constitué de 1523 individus qui ont été génotypés par séquençage de marqueurs microsatellites. Et cet échantillon, il comprenait à la fois des Rosa gallica sauvages, des cultivars proches de Rosa gallica et des variétés botaniques de Rosa gallica, et puis des individus appartenant à d'autres espèces du genre Rosa. Avec ce jeu de données, on a pu essayer de mener des analyses pour détecter les lignées clonales. On a utilisé, ça c'est un peu anecdotique, mais on a utilisé les données des individus d'autres espèces pour détecter d'éventuelles mauvaises identifications. Donc il me semble qu'on a retiré du jeu de données une vingtaine de Rosa gallica qui avaient été mal identifiées. En fait, c'était des rosas appartenant à la section des canines. Et donc, avec ce jeu de données nettoyé, on a pu essayer d'inférer des groupes génétiques, c'est-à-dire qu'on a, en gros, on a essayé de regrouper des individus qui étaient génétiquement similaires. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats de la détection des lignées clonales. Donc là, on a utilisé cette détection pour un peu s'informer sur la diversité clonale intrapopulation qui existait dans le Centre-Val de Loire. Donc ici, vous avez toutes les populations du Centre-Val de Loire qu'on a analysées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une diversité clonale variable, avec des populations comme Vendeuvre ou Saint-Ly-la-Forêt, pour lesquelles on a génotypé par exemple 4 ou 3 individus, mais on a retrouvé une seule lignée clonale. Donc en fait, tous les individus de cette population étaient issus d'un individu initial par reproduction végétative. Et puis on a des populations avec une diversité clonale très forte, notamment les populations du Cher et de la commune de Primel, où on a autant de lignées clonales que d'individus génotypés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des buts aussi de nos analyses, c'était d'essayer d'avoir des éléments pour essayer de répondre à ces hypothèses d'origine spontanée des populations. Et donc on a aussi utilisé notre détection de lignées clonales pour apporter des éléments.
C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder si on avait des individus de deux populations distantes géographiquement qui tombaient dans la même lignée clonale. Donc ça pouvait être un indice de dispersion médié par l'homme. Et puis on a essayé aussi de regarder si on n'avait pas un individu prélevé dans le milieu sauvage qui tombait dans la même lignée clonale qu'un individu cultivé. Et donc on a fait ça pour chaque site, et puis j'ai représenté ça sur une carte. Et donc ce qu'on peut voir sur la carte, c'est que pour la plupart des populations qu'on avait dans notre échantillon, on n'a pas retrouvé de telles relations clonales. Donc on n'a pas d'éléments, en tout cas avec cette analyse, on n'avait pas d'éléments pour dire qu'on avait potentiellement une origine subspontanée. Mais, et c'est le cas... Ça passe mieux. Ah, c'est mieux. Mais, et notamment en France, pour bon nombre de populations, on a retrouvé ces relations clonales. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des populations dans lesquelles un des individus génotypés tombait dans la même lignée clonale qu'un individu cultivé, ou qu'un individu d'une autre population, mais distante géographiquement. Et donc si on regarde les résultats pour le Centre-Val de Loire, on peut voir que pour la plupart des populations, on n'a pas retrouvé de telles relations clonales. Mais par contre, pour la population de Cerdon, ici, on a retrouvé 2 parmi les 4 individus qui étaient dans la même lignée clonale que des variétés cultivées, qui s'appellent Rosa gallica versicolore, bouquet de Vénus, ou rosier des parfumeurs. Et puis, les 2 autres individus de cette population de Cerdon étaient dans la même lignée clonale que les 4 individus de la population de Vendeur. Donc tout ça, ça peut indiquer une origine subspontanée sur ces 2 sites. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu des photos de plantes. Donc ici, vous avez la fleur des 2 individus de Cerdon qui tombaient dans la même lignée clonale que les individus cultivés. Donc globalement, en regardant ces fleurs, on peut voir que finalement les 2 présentent une corolle assez douce. Et donc, une fois qu'on a eu analysé les lignées clonales, on a essayé d'estimer la structure des populations, c'est-à-dire de regrouper, de former des groupes d'individus génétiquement proches. Et le logiciel qu'on a utilisé nous a permis à la fois d'estimer le nombre de groupes, mais aussi d'estimer la proportion d'origine génétique de chacun des individus à chacun des groupes. Et donc, en utilisant cette information, on a pu calculer une proportion moyenne d'origine génétique par population. Et donc, pour chaque population, on a visualisé ces données à l'aide d'un diagramme circulaire qui se lit de la façon suivante. Alors, ça, il faut suivre un peu, puisque la carte d'après est basée sur la lecture de ces diagrammes. Donc, en fait, quand on a un diagramme comme ça veut dire qu'en moyenne, 40% du génome des individus de la population est issu du groupe vert, tandis que pour cette population, en moyenne, 60% du génome est issu du groupe bleu. Et donc, on a fait ça pour chacune de nos populations dans notre échantillon. Et on a été mapper finalement le diagramme à la position géographique de nos populations. Et on a obtenu cette carte. Donc, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que les individus cultivés dans notre échantillon sont quasiment tous regroupés dans un groupe jaune. Dans ce groupe jaune qui est ici. Si on regarde un peu les populations, les individus prélevés en milieu sauvage, on peut voir qu'on a 3 groupes qui prédominent. Un groupe orange situé plutôt en Europe centrale, un groupe gris situé plutôt au sud des Alpes et dans le sud-est de la France, et puis un groupe bleu ciel qui est plutôt situé dans la partie centre ou ouest de la France. Et après, on a des groupes un peu plus locaux, comme un groupe vert et un groupe rose qu'on retrouve qu'en Centre-Val de Loire. On va y revenir. Et si on regarde un peu les distances génétiques entre ces différents groupes, eh bien on peut voir que si on se fixe comme point d'ancrage le groupe des individus cultivés qui est le groupe jaune, que finalement le groupe bleu ciel est le groupe le plus proche des individus cultivés, tandis que les 2 autres groupes majoritaires au sud des Alpes et en Europe centrale sont assez distants de nos individus cultivés. Donc ensuite, si on regarde la constitution, donc là je vous montre pas mais je vous dis, la constitution des groupes, donc quels individus ont été assignés aux différents groupes, on peut voir que dans le groupe bleu ciel, on a
une majorité écrasante de sauvages, mais on a quelques individus qui font partie des tout premiers Rosa gallica cultivés. Et ensuite, pour les autres groupes trouvés sur le territoire, on a uniquement que des individus sauvages. Et dans ce groupe vert, là, on retrouve que dans certaines localités, on a à la fois des individus marqués comme étant des Rosa gallica présents au milieu sauvage, mais aussi des hybrides entre des Rosa gallica et des Saint-Style européens, donc Rosa arvensis ou Sempervirens. Donc si on fait un petit focus sur le centre Val-de-Loire, on retrouve des individus appartenant à 3 groupes génétiques finalement, le bleu ciel, le vert et le rose. Donc là, c'était aussi pour vous montrer un petit peu le phénotype des individus qu'on va retrouver en centre Val-de-Loire qui étaient dans ces groupes bleu ciel et rose, donc des groupes plutôt Rosa gallica sauvages sans introgression d'autres espèces. Donc finalement, voilà, on retrouvait un phénotype un peu caractéristique avec 5 pétales de grande taille, roses, avec une fleur très parfumée et des styles non soudés en colonne. Et puis si on s'intéresse un peu au phénotype de la tige, on avait de nombreuses glandes stipitées, des aiguillons très hétéromorphes, et puis des folioles molles, glanduleuses sur les nervures. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas parce que le phénotype de la tige va être un petit peu différent qu'on n'est pas sur des Rosa gallica. Nous, à l'échelle européenne, on a trouvé une diversité de phénotypique sur la tige qui était assez importante, avec une présence plus ou moins importante de glandes, des tailles d'aiguillons, des couleurs d'aiguillons qui pouvaient varier. Et donc, revenons un peu sur ce groupe, sur les individus de la population de Billy ici, qui appartiennent à un groupe où on a des individus Rosa gallica marqués comme étant des individus non introgressés prélevés dans le milieu sauvage. Et puis on a aussi ces hybrides entre Rosa gallica, Rosa arvensis. Et donc si on regarde juste le phénotype de ces individus de la population de Billy, on voit qu'on a des fleurs qui sont plutôt rose pâle. Alors c'est pas un critère, c'est pas parce que vous voyez un Rosa supposé gallica qui a une fleur rose pâle que c'est un hybride. Parce que dans d'autres populations sur le territoire français, ces individus tombent dans des groupes qui sont a priori 100% Rosa gallica et ils affichent une fleur assez rose pâle. C'est pas un critère, c'est juste pour décrire un peu ce qui se passe sur le terrain en centre Val-de-Loire. Et là, c'est peut-être plus caractéristique ici, avec, on voit si on regarde les aiguillons, on a des aiguillons peu nombreux, avec une base large, et puis un peu moins de glandes. Et donc si on fait un petit bilan pour le centre Val-de-Loire, donc l'étude du CBN a montré que on a encore des populations sauvages qui sont abondantes dans le Cher, mais dans un secteur très restreint, c'est vraiment sur la commune de Prunelle, en forêt de Tout. Et ce milieu, il est très fragile parce qu'il est souvent sujet à des entretiens, des travaux, des réaménagements. Et puis, globalement, sur le territoire du centre Val-de-Loire, c'est une espèce qui est en régression, notamment due à la disparition des boisements clairs. Donc, Rosa gallica, dès que le milieu se ferme, voilà, c'est vraiment délétère pour les individus. Ce constat sur les populations du Cher, ainsi que nos analyses génétiques qui montraient qu'on avait une diversité clonale assez importante dans ces populations, ont fait que le programme de conservation ex situ qui avait démarré le CBN du bassin parisien pour ces populations a été mis en suspens au profit d'un programme in situ qui visait plutôt à renforcer la vigilance de l'État et à informer sur ces populations. Et donc, nos résultats d'analyse génétique, et c'est au-delà du centre Val-de-Loire, peut-être pour le territoire français, même pour l'art de répartition, ça pose des questions, par exemple, quant à la priorisation des différentes populations dans les programmes de conservation en fonction de ce qu'on a trouvé. Donc, si on a beaucoup d'éléments pour dire que c'est une population d'origine spontanée, et puis on a d'autres populations qui sont des populations un peu particulières, comme la population en forêt de Tout, qui appartient à un groupe génétique qu'on trouve que ici, qui est un peu situé à l'intermédiaire entre
les populations appartenant à ce groupe bleu, donc plutôt de France centre, centre-ouest, et puis les populations situées plus à l'est. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là, pardon. C'est le plus important. Donc tout d'abord, merci à vous de m'avoir écouté. Et ensuite, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à mon projet de thèse. Donc que ce soit mon équipe de recherche et mes 4 encadrants de thèse, la plateforme de génotypage qui nous a permis de séquencer nos individus, et puis le centre de ressources biologiques Rosepop qui nous a fourni la plupart des échantillons de rosée cultivée, et la roseraie Loubert qui est située dans le Maine-et-Loire. Et puis tous les partenaires, les collecteurs qui nous ont envoyé des échantillons ou accompagnés sur le terrain. Donc je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui nous ont envoyé des échantillons, notamment le CBN de Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas, avec Nicolas Leblond, et le CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées, avec Jocelyne Cambé-Cédès et Jérôme Garcia qui est là aujourd'hui, j'ai pu saluer ce matin. Sans qui, franchement, ce travail de collection, ma thèse n'aurait pas été possible sans ces collecteurs, donc vraiment, merci à eux. Bonjour. Du coup, on se pose la question, quels critères morphologiques restent stables chez Rosa gallica? Concrètement, nous, sur le terrain, sur quoi on va se fixer? Nous, en fait, quand on a organisé l'échantillonnage, on s'est vraiment basé sur un critère qui était les aiguillons hétéromorphes. Vraiment, c'était le critère principal. Et en fait, moi, de ce que j'ai vu dans mes données, à chaque fois qu'il y avait des aiguillons hétéromorphes, c'était au moins un hybride de Rosa gallica. Les mauvaises identifications, en fait, on les a inclus dans notre jeu de données pour vérifier, mais j'avais quelques photos des individus. Franchement, j'étais à 90% sûr que c'était pas du Rosa gallica, que c'était des canines. Donc vraiment, moi, je dirais ce critère-là. Après, je ne suis pas botaniste, je pense que Jordan aurait pu rajouter un autre critère, mais vraiment celui-là, il est constant. Bonjour, Nicolas Manceau. J'aurais voulu, c'est une question de méthode. Il arrive dans nos expertises qu'on tombe sur des populations dont on doute de l'origine sauvage, notamment pour des jolies plantes. Je pense, j'ai rencontré cette question assez récemment sur la jacinthe de Rome, que vous connaissez peut-être. Quel est le coût d'une étude imaginée simple pour pouvoir attester d'une origine sauvage ou d'une origine subspontanée par rapport à ce que vous avez pu voir pendant vos années de thèse? Est-ce que vous auriez une idée est-ce que c'est des choses qui restent exceptionnelles à l'échelle de longs travaux de recherche, ou c'est des choses qui peuvent se mettre en place plus rapidement? Alors, je pense que ça dépend des connaissances qu'on a sur l'espèce et des données qui existent. Par exemple, moi, c'est un peu caricatural, c'est un peu plus compliqué, mais si quelqu'un a des questions sur une population de Rosa gallica qu'on n'a pas introduit dans notre échantillon, typiquement, ils peuvent envoyer des échantillons, on les génotype et on peut les comparer à un objet de données pour essayer d'attester un peu de son origine. Donc après, il faut partir de zéro, un peu comme on a fait ici. On n'est pas parti de zéro, mais un peu comme ce qu'on a fait. Je dirais un peu, finalement, faire un peu la même chose qu'on a fait ici, où on construit un échantillon avec des sauvages et des individus cultivés, et puis on essaie de voir où se place l'individu dont on veut connaître l'origine. Après, ça ne marche pas à 100%, il y a des individus pour lesquels on a un doute, parce que ça peut être finalement un individu sauvage qui est à l'origine des cultivés, et du coup il se passe entre les deux, on ne sait pas trop. Donc voilà. Et au niveau, il y avait une question de coût. Oui, est-ce que c'est des études ambitieuses et longues, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent se généraliser? J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le premier cas de figure, sauf si
En fait, Le matériel génétique a déjà été... ouais, si on a déjà une base pour comparer, comme on a ici, bah après là c'est pas très compliqué. Et nous, ça nous a... Bon, après, si c'est en prestation de service, ça peut être un peu plus cher, mais en gros, nous, ça nous a coûté 8 € par individu sur le municipal. Après, on a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas passer juste d'une dizaine d'individus, il faut en passer quelques centaines. Mais bon, on arrive toujours à en trouver. Après, s'il faut vraiment construire la base de connaissances, bah, voilà, faut mettre des moyens financiers, mais pas que. Je pense qu'il faut mettre une thèse dessus, ou vraiment construire un projet, quoi. Merci. Oui, dans les échantillons que vous avez utilisés, est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'hybrides naturels? Et si oui, est-ce qu'on est capable de dire, grâce aux analyses génétiques, avec quelle autre espèce le Rosa gallica a été hybridé? Aller jusqu'à l'espèce, c'était un peu... Aller jusqu'à l'espèce, oui. C'était compliqué. Parce que c'est souvent hybridé avec Rosa arvensis ou éventuellement Canina. Mais... Est-ce qu'on est capable de le prouver? Bah, après, moi, ceux qui étaient par exemple dans le groupe vert à Lily, j'ai vraiment... Enfin, on est assez confiant sur le fait que c'est un hybride entre Rosa gallica et une Saint-Style européenne. Donc normalement, il y a 26 et Sempervirens. Et du coup, bah, l'une ou l'autre, ça je peux pas le dire. Après, est-ce que j'ai trouvé des hybrides En fait, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai cherché. C'était pas une de mes questions de recherche. Donc, quand on avait un doute, c'est plutôt des individus qu'on a retirés du jeu de données. Et voilà, c'est resté comme ça. Mais j'avais inclus quelques hybrides dans mon jeu de données, et des fois, on voyait qu'ils tombaient un peu entre deux groupes. Là, j'ai pas montré, mais j'avais fait une représentation avec tout mon échantillon. Donc, on avait à la fois les Rosa gallica et les individus d'autres sections. Et du coup, on voyait qu'on avait des fois des individus qu'on attendait hybrides entre Caninar et Rosa gallica, par exemple, qui tombaient à peu près entre le groupe des caninés et le groupe des Rosa gallica, quoi. Mais aller jusqu'à l'espèce, la méthode qu'on a utilisée, c'était pas la bonne méthode pour trouver les... En fait, on a enclenché, j'ai pas pu analyser les données, mais on a enclenché une autre manip avec d'autres marqueurs qui nous permettent de répondre à ces questions. Et les analyses devraient redémarrer là, avec une postdoc qui arrive dans le... Merci. Oui, juste une question par rapport à votre échantillonnage. Donc, vous avez montré une carte de l'échantillonnage que vous avez réalisé. Alors, par contre, vous n'avez pas montré une carte de la distribution supposée de l'espèce. La question, c'est est-ce qu'il y a des zones qui sont pour lesquelles vous n'avez pas eu du tout d'échantillonnage? Et donc, est-ce que cette étude est terminée ou est-ce qu'il y a des manques encore? Et là, il nous manque complètement cette partie géographique qui serait vraiment importante d'intégrer pour avoir une vision vraiment globale de l'espèce. C'est sûr qu'il y a des manques, parce que en fait, j'aurais bien aimé avoir des échantillons plus d'Italie du centre, plus dans les Balkans, et puis on sait qu'il y a des populations au nord de la Turquie, et en fait, ça, je pense que c'est vraiment un manque à notre étude, mais bon, on fait ce qu'on a pu. Mais parce que, en fait, la botte italienne et puis les Balkans, ça peut avoir été des refuges pendant la glaciation. Et du coup, j'avais des questions un peu sur la recolonisation. Enfin, dans ma thèse, j'ai essayé à partir des résultats, développer des hypothèses quant à la recolonisation qu'a subi Rosa gallica en Europe. Et vraiment avoir des échantillons dans ces refuges, ça aurait été vraiment top. Après, à l'échelle du territoire français, en fait, on avait peu de données, enfin, on avait quand même des données, mais c'était pas hyper complète sur la répartition de l'espèce sur le territoire. Et j'ai fait un petit projet avec les herbonautes, je sais pas si quelqu'un connaît ça, où en fait on a informatisé toutes les données d'herbiers de Rosa gallica qu'ils avaient dans l'échantillon. Et j'ai pu la mapper pour voir si ça coïncidait bien avec les échantillons que j'avais obtenus. Et au final, je pense que autour de Montpellier, ça aurait été sympa de trouver des échantillons. Apparemment, il y aurait des populations, donc on n'a pas prospecté là-bas. Mais voilà, on pourrait peut-être compléter là. Mais après, ici, on a l'impression vraiment qu'il n'y en a pas. Enfin, entre Paris et puis l'Est de la France, très peu de données, même dans les herbiers. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup.